Bonjour à tous bienvenue pour ce premier webinaire français du projet européen NetPoolSafe. Donc ce premier webinaire, c'est le premier d'une série de 3 webinaires qui va vous donner des outils pratiques pour accompagner les éleveurs à améliorer la biosécurité en élevage de volailles. Et aujourd'hui, on va voir l'approche participative et comment améliorer la biosécurité avec des groupes de discussion. Le prochain webinaire sera dédié au suivi personnalisé via la méthode de coaching. Donc ça sera le 8 décembre. Et le dernier webinaire abordera comment développer sa boîte à outils pour mieux animer la biosécurité en élevage. Donc ça, c'est le 12 janvier. Donc c'est toujours le deuxième vendredi du mois entre 13h et 14h. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour 1 heure. On va parler des approches participatives. Moi, je suis Amélie Chastagnier, je suis chargée de mission prévention sanitaire à l'ITAVI et c'est moi qui vais animer la réunion aujourd'hui. Je suis en compagnie de Rosanne Souillard, épidémiologiste à l'ANSES de Ploufragan, et de Marion Pertusa, ingénieure à l'ITAVI. Alors, Rosanne, elle va commencer par vous introduire le sujet en vous présentant les résultats de l'enquête sur l'observance de la biosécurité qui avait été effectuée dans le cadre du projet NetPoolSafe auprès d'éleveurs et de conseillers européens. Et ensuite, ma collègue Marion vous présentera plus en détail comment on fait pour une approche participative et la mise en application avec un cas concret. À tout moment, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Normalement, vous avez accès au groupe, à la partie discussion. Et donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous, on prendra le temps à la fin des présentations pour répondre au maximum de vos questions. Le webinaire, il est enregistré, donc pas de souci si jamais vous en loupez un des 3, vous pourrez le retrouver sur la page internet de NetPoolSafe. Donc si tout le monde est prêt, je vais laisser bientôt la parole à Rosanne qui va vous présenter donc déjà qu'est-ce que le projet NetPoolSafe et les premiers résultats qui concernent l'enquête auprès des éleveurs, des conseillers sur l'observance de la biosécurité en Europe. Donc, C'est bonjour à à toi, tous. Rosanne. Ouais. Donc, je vais partager. Ouais, je partage mon écran. Hop. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Oui, Oui. vas-y. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc une étude sur l'observance de la biosécurité dans les élevages de volailles en Europe. Donc, cette étude a été conduite donc, dans le cadre du projet européen NetPoolSafe. Donc, en fait, c'est une étude d'interview auprès d'éleveurs et de conseillers. Donc, le projet NetPoolSafe. Alors, le projet NetPoolSafe est donc un projet européen coordonné par l'ITAVI. Donc, il s'agit d'un réseau multi-acteurs sur l'observance de la biosécurité dans les élevages de volailles. Et donc, ce projet a été conduit dans 7 pays européens. Donc, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie, l'Espagne et la Hongrie. Alors, donc la bonne application des mesures de biosécurité donc en élevage où l'observance de la biosécurité est un enjeu majeur dans la prévention des maladies animales, puisqu'en fait, de nombreux facteurs, que ce soit des facteurs techniques, économiques ou psychologiques, peuvent influencer l'observance de la biosécurité. Donc, c'est pourquoi nous avons conduit au niveau européen une étude auprès d'éleveurs et de conseillers avicoles. Et donc, les objectifs de l'étude étaient donc tout d'abord de mieux connaître l'application des mesures de biosécurité telles que déclarées par les éleveurs et par les conseillers, et également de mieux comprendre selon eux, donc selon le point de vue des éleveurs et des conseillers, les freins et les obstacles associés à la mise en place de la biosécurité. Et donc, cette étude, en fait, permettra de développer des mesures d'accompagnement adaptées pour améliorer l'application de la biosécurité dans les élevages. Donc, en fait, des interviews d'éleveurs et de conseillers ont donc été menées. Donc, au niveau, donc dans les 7 pays européens, 192 éleveurs ont été interviewés et 157 conseillers avicoles. Donc, les éleveurs pouvaient être sous contrat ou il pouvait s'agir d'éleveurs indépendants. Donc, de différentes organisations, de différentes productions avicoles, on va le voir tout à l'heure. Et les conseillers donc, pourraient faire partie soit d'organisations de production, de cabinets vétérinaires, d'interprofessions avicoles et également d'institutions publiques. Donc voilà l'échantillonnage parmi donc, les 7 pays, donc des 192 éleveurs et 157 conseillers avicoles. Donc en fait, les enquêtes ont été menées dans les pays par le coordinateur du projet. Et vous voyez que de manière systématique, les filières poulet de chair et poules pondeuses en claustration ont été suivies dans les 7 pays. Et après, en fait, un choix libre a été laissé à chaque pays
selon les spécificités des productions pour ensuite les différentes productions. Donc pour les poulets plein air, pondeuses plein air, reproducteurs, canards et dindes. Et donc en moyenne, donc 5 éleveurs et 5 conseillers avicoles ont été enquêtés dans chaque production. Et donc ça fait en moyenne 25 à 30 interviews d'éleveurs et conseillers avicoles par pays. Voilà, donc des questionnaires ont été créés, donc en fait avec à la fois des mesures de biosécurité externes et des mesures de biosécurité internes. Donc en tout, 62 mesures de biosécurité. Pour les mesures de biosécurité externe, donc elles concernaient les productions animales sur le site, les flux, la circulation sur le site, l'entrée du personnel, des visiteurs, l'alimentation, l'abreuvement, les vecteurs biologiques, la gestion des cadavres et du fumier. Et pour les mesures de biosécurité interne, donc on avait la gestion du lot de volaille, du matériel, de la litière, le nettoyage des infections du bâtiment et la gestion des parcours donc pour les élevages en plein air. Voilà, donc en fait, on a fait 2 questionnaires, donc un questionnaire destiné aux éleveurs et un questionnaire destiné aux conseillers avicoles, avec donc pour chacune des 62 mesures, les 3 mêmes types de questions. Donc d'abord, la question sur la mise en place de la mesure. Donc pour les éleveurs, on demandait est-ce que vous mettez en place cette mesure sur votre élevage? Donc toujours, jamais, voilà. Donc il y avait différentes réponses possibles. Pour une mesure qui n'était pas toujours mise en place, donc pas systématiquement mise en place, on leur demandait pour quelles raisons. Donc voilà, et différents choix possibles. Le coût, une mesure qui n'était pas adaptée à la ferme, manque de temps. Voilà, donc différentes raisons qui étaient listées ici. Et enfin, la troisième question, c'est selon vous, pour cette mesure qui n'est pas tout le temps mise en place sur votre élevage, pensez-vous que celle-ci serait efficace pour votre élevage? Voilà, et donc en fait, en parallèle, on avait les questionnaires conseillés avec les 3 mêmes questions, mais là, du point de vue des conseillers. C'est-à-dire que pour la mise en place, on leur demandait, selon vous, est-ce que vous pensez que cette mesure est mise en place sur les élevages? Et puis, pareil, selon le point de vue des conseillers, pour une mesure qui ne serait pas toujours mise en place, quelles seraient les raisons? Et pareil, selon le point de vue du conseiller, pensez-vous que cette mesure serait efficace pour les élevages? Donc voilà, donc en fait, 2 questionnaires sur 62 mesures et en parallèle, les 3 mêmes questions. Donc voilà ici les principales mesures déclarées les moins appliquées selon les éleveurs et les conseillers. En fait, on retrouvait des groupes de mesures communes qui étaient déclarées selon le point de vue des conseillers et des éleveurs. Donc vous avez ici les pourcentages de réponses toujours mises en place les plus faibles dans chaque production. Et en fait, ces mesures les moins appliquées correspondaient à 3 items. Donc le premier item concernait l'entrée des véhicules et des personnes sur le site. Vous voyez, avec 3 mesures déclarées les moins mises en place. La désinfection des véhicules à l'entrée, le changement de vêtements et le lavage des mains. Vous voyez que ces 3 mesures ont été déclarées les moins mises en place, que ce soit par les éleveurs en bleu ou par les conseillers en beige. Donc, premier item avec 3 mesures. Le deuxième item concernait les autres animaux sur le site, avec la mesure, donc présence, enfin, pas d'animaux domestiques sur le site, donc chiens et chats, et bande unique sur le site. Donc, vous voyez aussi déclaré moins appliqué, que ce soit par les éleveurs ou par les conseillers. Et donc, pour la bande unique, plus particulièrement pour les filières pondeuses et filières canards. Et enfin, le troisième item concernait des points d'hygiène générale des élevages, avec 3 mesures. Donc, le nettoyage désinfection du bac d'équarrissage après chaque collecte, le nettoyage désinfection du silo et le contrôle bactériologique du bâtiment après la désinfection. Donc, vous voyez, pour le nettoyage désinfection du bac d'équarrissage, donc après chaque collecte, déclaré moins mise en place dans quasiment toutes les productions. Et pour le silo et le contrôle bactériologique, vous voyez que c'était déclaré moins mis en place, mais plutôt pour les filières volailles chères, donc poulet en claustration, canard et dinde. Donc, maintenant, là, on va voir en fait pour l'ensemble des réponses collectées, les raisons évoquées par les éleveurs et par les conseillers pour les mesures donc, qui ne sont pas toujours mises en place. Donc, en fait, on a eu donc, sur l'ensemble des questionnaires 1183 réponses d'éleveurs et 2973 réponses de conseillers. Et vous voyez ici donc les différentes réponses qui ont été données. Donc, il y a d'abord le manque de temps, le coût de la mesure, des mesures qui ne seraient pas adaptées au fonctionnement de la ferme, des mesures qui seraient considérées comme peu utiles, une méconnaissance des avantages de la mesure, et enfin les manques de formation et de conseils. Donc voilà la répartition des différentes raisons évoquées. Et maintenant, en fait, on va revenir aux 3 items déclarés les moins mis en place pour détailler un peu les principaux freins pour chaque mesure
à la fois évoqués par les éleveurs d'un côté et aussi, selon les conseillers, les freins ressentis par les éleveurs. Donc, tout d'abord, pour la désinfection des véhicules à l'entrée du site, donc les principaux freins seraient liés à un manque de temps et aussi c'est rapporté comme une mesure difficile à contrôler pour chaque entrée de véhicule. Selon les conseillers, il évoquait aussi un manque de temps, un manque de formation et il considère cette mesure essentielle, mais souvent avec un manque de conscience du risque. Pour le lavage des mains avant d'entrer dans le bâtiment, donc on a encore un manque de temps qui est signalé par les éleveurs. C'est souvent un oubli dans une routine en fait. Et selon les conseillers, il est évoqué un manque de temps, une méconnaissance des avantages de cette mesure. Et c'est donc, ils considèrent que c'est une mesure une mesure essentielle, mais souvent négligée. Pour le changement de vêtements, on retrouve toujours le manque de temps. Et donc, une mesure qui serait considérée comme pas une habitude, en fait. Pour les conseillers, donc là, il est évoqué un manque de conscience de l'utilité de la mesure, un manque de temps aussi, et avec plus souvent un changement de chaussures, en fait, avant de rentrer dans leur bâtiment. Voilà. Pour les autres animaux sur le site, donc pas d'animaux domestiques sur le site. Donc là, ce serait plutôt, selon les éleveurs, un aspect culturel, une habitude, en fait, et donc avec un risque estimé faible. Pour les conseillers, donc il est évoqué un manque de conscience du risque. Selon eux, c'est un point important et c'est une habitude qui est difficile à changer. Pour la bande unique sur le site, donc là, c'est déclaré, donc, selon les éleveurs et les conseillers, comme une mesure en fait, qui ne serait pas adaptée au fonctionnement, étant donné la nécessité d'une commercialisation en continu des produits. Et donc une mesure, donc parfois sur certains élevages, qui serait difficilement réalisable. Voilà. Et enfin, donc le troisième item sur les points d'hygiène. Alors, le nettoyage des infections du bac après chaque collecte. Donc là, le principal frein, c'est qu'il y aurait, selon les éleveurs, une méconnaissance des avantages de cette mesure, donc un risque estimé faible. Selon les conseillers, donc c'est évoqué plutôt un manque de temps, un manque de conscience de l'utilité de la mesure. Donc selon eux, donc la gestion du bac serait essentielle, mais souvent le risque est sous-estimé. Concernant le nettoyage donc, du silo, donc là, on retrouve une méconnaissance des avantages de la mesure, avec une difficulté de mise en œuvre de la mesure. Selon les conseillers, on a le manque de temps, mais aussi donc le manque de formation et de conseils sur la mise en place de la mesure. Pour le contrôle bactériaux de la désinfection des bâtiments, donc là, ce serait plutôt lié à un coût, selon les éleveurs. Une question aussi de l'utilité de cette mesure, parce qu'en fait, elle est plutôt, bien sûr, plus fréquemment mise en place s'il y a eu un problème sanitaire au cours du lot, en fait. Pour les conseillers, on retrouve le coût, une méconnaissance des avantages de la mesure, un manque de formation. Et pour eux, donc, c'est un point important parce que ça peut être un signal d'alerte pour le niveau sanitaire des élevages. Voilà. Donc, en fait, au bilan, donc, on a vu que la connaissance déjà sur la biosécurité et aussi le fait de montrer les bénéfices et les preuves attendues des mesures de biosécurité sont des facteurs clés pour améliorer l'observance sur les élevages. Et donc, on a vu que ces mesures les moins appliquées, que ce soit, on a retrouvé des mesures communes en fait pour les conseillers ou pour les éleveurs, en fait, correspondent à principalement 3 items. En fait, donc c'est l'entrée du personnel et des véhicules dans les exploitations, la présence d'autres animaux sur le site et certains points d'hygiène générale sur les élevages. Donc, en fait, les résultats montrent qu'une marge de progrès est possible. Donc, il nécessite des mesures de soutien, des mesures d'accompagnement adaptées, personnalisées, des éleveurs, donc afin d'améliorer l'observance de la biosécurité. Donc voilà, donc on tient à remercier donc tous les partenaires européens du projet pour la conduite des enquêtes et bien sûr tous les éleveurs et tous les conseillers pour leur participation à cette étude. Voilà. Merci beaucoup, Rosanne, pour cette première introduction. J'espère que tout le monde, tout le monde a bien pu suivre. Si vous avez des questions, pour l'instant, on n'a pas eu de questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Et dès qu'il y en aura, on pourra revenir dessus pour répondre à la fin du webinaire, si vous voulez. Donc maintenant que Rosanne nous a montré un petit peu tous ces aspects qui peuvent bloquer
la mise en place de certaines mesures et le ressenti des éleveurs et des conseillers, en tout cas sur les mesures de biosécurité. Je vais passer la parole à Marion qui va vous expliquer un des moyens pour convaincre les éleveurs de changer leurs pratiques. Il s'agit de l'approche participative. Marion, je vais te laisser présenter cette approche que tu as pu tester dans le cadre aussi du ramassage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Amélie, moi, je vais vous présenter une méthode, d'accompagnement qu'on a mis en pratique, dans 4 ateliers, donc 3 en poulet de chair et un en canard à foie gras, donc dans le sud-ouest. Et donc c'est une, démarche qu'on a testée en collaboration avec l'école vétérinaire, de Toulouse. Donc le but de cette méthode d'accompagnement, donc c'était d'abord de, pouvoir sortir un peu des démarches, culpabilisantes, et de surtout considérer en fait les situations au cas par cas, donc en se plaçant au niveau de l'échelle à l'échelle de l'atelier et donc en considérant, les situations réelles et spécifiques de chacun, avec, pour but, d'engager une démarche de progrès, co-construite avec, les différents acteurs, concernés. Et donc comme l'a dit Amélie, donc nous on a décidé de faire un focus sur la partie attrapage des volailles, hein. Donc comme vous le savez, c'est une étape qui nécessite plusieurs intervenants, dont les équipes d'attrapage, le transporteur et donc qui peut présenter des failles de biosécurité. Et donc on a décidé de se focaliser sur cette étape-là. Mais bien sûr, c'est une méthode qui peut être, adéquate pour, toute autre thématique, qui présente des failles, en élevage. Donc je vais d'abord vous présenter les étapes de la méthode qu'on a mise en place et ensuite, je vous présenterai ce que ça a donné, sur le terrain dans les 4 ateliers qu'on a suivis, par rapport à ça. Donc la méthode, donc nous on a réuni donc 3 types d'acteurs, donc l'éleveur bien sûr, le technicien et le responsable de l'équipe d'attrapage pour discuter autour de ça. Mais bien sûr, on peut aussi associer d'autres acteurs, qui sont impliqués dans les élevages comme le vétérinaire, le transporteur et cetera. Et donc en fonction des thématiques abordées, c'est bien de mobiliser, des personnes, qui autour. Donc nous, on était 2 facilitatrices, donc avec, une personne de l'école vétérinaire et moi-même, mais un animateur, peut suffire, dans la réalité. Donc on a réalisé ces ateliers directement sur le site d'élevage. Donc le but, c'est de vraiment de se sentir concerné par une situation, en particulier. Donc on a trouvé, assez idéal de pouvoir réaliser l'atelier directement chez l'éleveur pour qu'on se sente un peu imprégné, du contexte de l'élevage en question. Et donc on a fixé l'atelier, à une durée maximale d'une demi-journée puisque ça mobilise quand même, pas mal d'acteurs. Donc le but, c'est de pas, que ça soit que ça reste réalisable. Donc on va dire, planifié l'atelier pour que ça dure entre 3 heures et demie, au maximum. Donc au niveau du matériel, donc il y a pas forcément grand chose de nécessaire. Ce qui est important, c'est de pouvoir recueillir en amont de l'atelier, différents supports qui vont être nécessaires pour les échanges, hein, pour pouvoir se baser sur des supports utiles. Donc, on a recueilli en amont, les plans de circulation de l'élevage en question, toutes les photos, les schémas, des sas, des zonages, des signalétiques qu'il y a sur l'élevage. En fait, tous les schémas, les photos, les plans et cetera qui vont, servir après à la discussion pour que tout le monde, en fait, puisse visualiser bien comment ça se passe, sur l'élevage en question. Donc ça, c'est des éléments qu'on a recueillis en amont. Et ensuite un tableau d'affichage et puis des post-it ou des marqueurs, des feuilles de papier. Donc ça, c'est juste pour noter au fur et à mesure des discussions les éléments clés pour que chacun puisse visualiser, les éléments qui sont abordés. Donc en étape préalable au niveau de l'atelier, donc ce qui est important, c'est de bien débuter l'atelier, en rappelant quelques règles. Donc le but, c'est vraiment que les échanges soient francs, hein, et l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de mettre en place une sorte, d'ambiance qui soit à la fois, conviviale et sereine. Que chacun puisse se sentir, libre d'exprimer un peu ses réalités, ses contraintes, ce qu'il vit et cetera sur l'atelier, sans se sentir ni jugé ni incriminé. Donc le but, c'est de rester sur des faits, mais tout en étant assez à l'aise pour exprimer, ce qui se passe, donc là, au cours de l'attrapage, comment ça se passe et cetera. Ce qui est fait en réalité pour qu'on puisse faire, avancer les choses.
Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir bien, cadrer les objectifs de l'atelier et bien rappeler ces règles-là de départ. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est de commencer par un petit café où les gens peuvent, commencer à discuter de manière un peu plus informelle et à se présenter aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, dans la plupart des ateliers qu'on a suivis, le technicien et l'équipe d'attrapage, enfin le responsable de l'équipe ne se connaissaient pas. Donc ça permet aussi pour certains acteurs qui travaillent sur une même exploitation de pouvoir aussi se rencontrer. Donc la première étape en tant que telle de la méthode, c'est la description de la situation. Donc là, le but c'était de pouvoir, faire échanger, les différents types d'acteurs sur, comment se déroule l'attrapage au sein de cette exploitation-là, en restant sur des faits. Donc on fait parler, en priorité l'éleveur, puis l'équipe d'attrapage pour qu'il nous explique comment se déroule un chantier, chez lui, de façon, la plus, transparente possible, avec l'appui par exemple des schémas. Et au fur et à mesure de la discussion, donc le but des animateurs, c'est de relancer, pour pouvoir creuser un petit peu, ce qui est dit et de pouvoir aussi donc au fil de la discussion, de noter les problématiques qui apparaissent. Et donc chaque problématique ensuite est listée sur un document. Et donc, à la fin de la description de la situation, on arrive à une liste de problématiques qui ont été mises en évidence. Et à la fin de cette première étape, le but, c'est en concertation, de choisir 1 à 3 problématiques qui vont ensuite être traitées, par le groupe au cours de l'atelier. Et donc pour chacune des problématiques ensuite qui est sélectionnée, l'objectif, ça va être de bien comprendre les causes en fait, qui sont liées à cette problématique-là. Donc là, c'est vraiment on va dire le cœur de l'atelier et on va dire l'étape qui est la plus intéressante ou la plus importante en tout cas, c'est d'aller creuser toutes les causes et les sous-causes qui sont en fait des facteurs bloquants qui engendrent la problématique en question. Et donc, là, le rôle de l'animateur, ça va être vraiment de relancer chacun des acteurs pour essayer de creuser, toutes les pistes, tous les points bloquants qui vont expliquer une situation problématique sur l'élevage en question. Et donc chaque cause et chaque sous-cause est notée, donc une cause par post-it. Et à la fin, le but de l'animateur, c'est de créer un sorte de réseau racinaire où on a en fait tous les points bloquants qui expliquent une situation problématique qui est affichée sur un tableau. Donc là, vraiment, c'est un temps qui n'est pas à négliger par rapport à l'atelier. Ensuite, une fois qu'on a créé, ce réseau-là de causes, de sous-causes qui expliquent une problématique, l'idée, c'est de pouvoir amener le groupe à fixer un objectif. Donc un objectif, voilà, qui soit, atteignable, mesurable et cetera. Donc ça, c'est un peu le critère, classique des objectifs. Et d'amener le groupe à un objectif. Donc là, par exemple, ça peut être, d'ici, le prochain attrapage qui a lieu dans 5-6 mois, on s'engage, à ce que le véhicule des attrapeurs se gare au bon endroit, à l'extérieur de la zone professionnelle. Donc ça peut être un objectif et ensuite on va amener, tout le groupe à établir un plan d'action en fonction, des points bloquants qui ont été identifiés en seconde étape et de l'objectif à atteindre. Et donc on va faire en sorte que le groupe puisse lister tout un tas de solutions, d'actions, pouvant amener à atteindre l'objectif en question. Donc dans un premier temps, on laisse un peu parler, tout le monde sur des solutions et cetera. Et dans un second temps, on fait un tri pour, conserver uniquement dans un premier temps les actions qui sont faisables à la fois techniquement et économiquement, pour les acteurs concernés. Donc il y a des solutions qui peuvent concerner plus, d'autres acteurs qui ne sont pas dans le groupe. Donc ça peut être des solutions qui vont concerner par exemple le transporteur ou des solutions, plus organisationnelles et cetera. Donc là, pour l'atelier, elles ne sont pas retenues, mais elles peuvent être, notées quelque part pour après être, restituées aux personnes concernées dans un deuxième temps. Donc là, on fait un second tri, en retenant un peu les solutions qui peuvent être mises en place, à court, moyen terme et qui sont, faisables par les différents acteurs. Et en face, on va, dire qui fait ça, comment on fait ça, quelles sont les tâches, les sous-tâches qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Et donc à la fin de l'atelier, l'animateur, va recentrer toutes les informations qui ont été émises au cours de l'atelier et donc faire une sorte de compte rendu qui sera ensuite, distribué aux participants. Où le but, c'est que chacun puisse, voilà, savoir un peu, à quoi il s'est engagé pour la suite, pour atteindre l'objectif qui a été décidé par les acteurs.
Et donc ce qui est intéressant ou utile, c'est de pouvoir reprogrammer, 5, 6 ou voilà 9 mois plus tard, un second atelier, donc là qui peut être un peu plus court, où on réunit les mêmes acteurs et on voit en fonction du plan d'action qui a été établi en première intention, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, identifier, les raisons, qui ont poussé à l'action ou qui ont poussé à l'inaction et de voir s'il y a des choses qui doivent être adaptées en fonction, du vécu pendant ces 6, 9 mois, entre les 2 ateliers. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait. Donc pour les 4 ateliers qu'on a mis en place, on a réalisé un second atelier 6 à 9 mois plus tard pour voir ce qui avait été effectivement mis en place et faire un bilan. Donc là, je vais vous, mentionner un peu les premiers constats qu'on a réalisés par rapport aux 4 ateliers. Donc on a réuni un petit peu les choses qui sont ressorties de manière prioritaire, au niveau des ateliers qu'on a conduits et qui vont rejoindre aussi ce qu'a mentionné Rosanne en première partie. Donc une des premières problématiques qui est ressortie dans, quasiment tous les ateliers, c'est la question du stationnement des véhicules des attrapeurs avec, dans pas mal de cas où les véhicules vont se garer au pied des bâtiments, de façon, voilà, au pied des bâtiments, sans forcément faire une désinfection préalable. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a retenu, dans la partie test que les exploitations où il y avait vraiment des failles de biosécurité. Donc ça, on a fait on va dire une première sélection où on a retenu, voilà, sinon c'est pas forcément d'intérêt, mais donc c'était un 1er tri qu'on a fait. Donc la question de la désinfection du stationnement des véhicules des attrapeurs. Donc ce qu'on a fait donc par rapport à cette problématique, c'est qu'on a essayé bien de creuser un peu les différentes causes qui amènent au fait que, les attrapeurs peuvent se garer de façon, habituelle au pied des bâtiments sans désinfection, préalable. Donc ce qui a été mis en cause, c'est, tout ce qui va être lié à la structuration du site. Donc, par exemple, quand il n'y a pas de local, dédié aux équipes ou quand le local est trop loin de la zone professionnelle ou quand il y a plusieurs entrées sur le site, et bien, on va dire la distance entre le bâtiment et la zone pour se changer, s'il y en a une, elle est faite, avec les véhicules, le personnel des attrapeurs. Ensuite, il y a tout ce qui est question de la signalétique, donc qui est soit absente ou soit non fonctionnelle. Donc, avec par exemple, sur un site où il y avait, l'absence d'éclairage des chemins d'accès, donc sachant que la partie attrapage se fait la nuit, c'est pas forcément évident s'il y a pas des chemins éclairés pour que les attrapeurs fassent, la traversée de la zone professionnelle à pied. Tout ce qui est aussi lié à l'absence de panneaux, qui va délimiter les zones ou qui va permettre aux attrapeurs d'identifier, les différentes zones, sur, l'exploitation ou encore l'absence de barrières ou des barrières qui sont ouvertes et qui sont du coup, qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et donc par rapport à ça, ce qui est ressorti, c'est que ça peut être au niveau des éleveurs, le fait que, ils vont pas forcément, rentrer dans la dynamique de mettre en place une signalétique ou d'améliorer la structuration du site. Ça peut être lié à des questions de manque de temps, manque de moyens, une faible perception du risque ou alors on a eu aussi l'impression que comme les ateliers avicoles nécessitent quand même pas mal d'interventions, on va dire, que la maîtrise des risques est tellement, complexe que, ils lâchent un peu le truc ou alors, voilà, par rapport à une lassitude par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un peu les sous-causes qui ont été mises en évidence par rapport à cette partie-là. On a aussi tout ce qui va être lié aux contraintes de temps, aux contraintes physiques. Donc parfois, la distance entre, le parking et les cabanes ou le bâtiment, elle est, importante. Donc pour des questions de temps et des questions, physiques, hein, le voyage se fait préférentiellement en voiture, et pour des raisons de praticité ou d'habitude aussi. Parfois, c'est lié au fait que les équipes peuvent avoir du retard sur les chantiers, manque de temps par rapport à ça. Quand il y a des aléas ou quand, les plannings ne sont pas suffisamment anticipés en, prenant en compte ce temps-là de se changer, d'accéder au bâtiment et cetera, ils doivent faire plus vite. On a aussi ce qui est ressorti, c'est la pression de certains éleveurs à faire vite, puisque, les équipes sont payées à l'heure et donc il y a ce temps-là qui peut être compressé au maximum par certains éleveurs. Et puis tout ce qui est intempéries, c'est vrai que quand il pleut, ils vont plus, avoir tendance, c'est ce qui est naturel, à prendre leur véhicule directement pour se garer au pied des bâtiments. Donc donc et enfin, le troisième pilier, en fait, de cause, c'est tout ce qui va être lié à la partie, communication, passage de consignes où, dans certaines équipes, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait pas forcément de responsable, pas forcément quelqu'un pour, donner les consignes ou donner le tempo, notamment par rapport à la biosécurité.
Manque de sensibilisation des équipes, hein, qui peut être aussi dû, à un turnover ou, à une gestion compliquée par rapport à ça. Donc les équipes sont pas toutes sensibilisées au même niveau par rapport à ce qu'il faut faire en termes de biosécurité. Donc voilà, ça fait qu'ils n'ont pas forcément, la connaissance de ce qu'il faut faire. Tout ce qui va être lié à l'absence d'indication aux équipes par les éleveurs ou la méconnaissance du site. C'est-à-dire que pour, des nouveaux sites, on peut enfin les équipes d'attrapage ont parfois uniquement le point GPS du bâtiment et donc quand c'est des exploitations qui ne connaissent pas ou quand il n'y a pas forcément l'éleveur qui est là ou pour leur donner des indications au moment notamment de la prise de rendez-vous avec les équipes, elles vont faire au plus pratique ou au plus simple et en se garant directement au pied des bâtiments. Quand l'éleveur est absent pour accueillir les équipes, donc soit parce que les équipes ne préviennent pas quand elles sont arrivées ou parce que l'éleveur, il est avec le transporteur ou en train de préparer son chantier et que c'est quand même un moment un peu stressant pour lui, donc il n'a pas forcément l'idée, le temps ou l'énergie d'attendre les équipes au bon endroit et cetera. On a aussi tout ce qui va être lié au stress de gérer un groupe ou de passer des consignes. Il y a un éleveur qui nous a notamment dit qu'il avait eu une mauvaise expérience par rapport à ça et ça peut être aussi une barrière d'avoir l'impression de donner des contraintes supplémentaires à un métier qui est déjà pénible et où il manque de la main-d'œuvre. Donc il y a aussi cette peur-là de rajouter un peu des contraintes par rapport à ça. C'est ce qui est ressorti dans un des ateliers ou un oubli sur le moment ou un effet de groupe. C'est-à-dire que c'est quand même un moment un peu, voilà, un peu stressant où il faut être, assez réactif et cetera. Donc dans la précipitation, on va parfois au plus simple, par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu toutes les causes, les différentes causes qu'on a pu relever en principal dans les différents ateliers qu'on a mis en place. Donc des causes qui peuvent être d'ordre structurel, des causes qui sont plus liées à tout ce qui est contraintes de temps ou des contraintes physiques et puis des causes liées plutôt à tout ce qui est communication, passage de consignes entre acteurs et cetera. En deuxième problématique qui est ressortie, pas mal de fois aussi, c'est tout ce qui va être, tout ce qui était lié au changement de tenue et à la désinfection, des bottes des équipes d'attrapage. Donc là, il y a une partie des causes qui relie avec la question du stationnement. Notamment sur tout ce qui est application des consignes et cetera. On retrouve les mêmes causes globalement que précédemment. On a aussi des équipes du coup, quand les sites sont mal structurés, donc ça c'est assez connu, hein, quand les sas sont trop petits, quand il y a pas forcément de séparation hommes-femmes, quand les sas ne sont pas bien équipés et cetera. Les équipes vont avoir tendance à pouvoir se changer, directement au pied des véhicules ou quand voilà, quand le site n'est pas adapté, on a des lieux de stationnement des lieux où les équipes se changent qui n'est pas forcément opportun. Et une des deuxièmes problématiques qui avait été ressortie par rapport à ça, c'est, qu'il y a pas forcément donc ça c'était pour un atelier de garantie de la propreté des équipements utilisés par les équipes d'attrapage, notamment pour les équipes qui utilisent des vêtements personnels. Donc là, c'est pas le cas sur la photo qui est là, mais il y a certaines équipes, qui utilisent, des tenues personnelles, avec juste, parfois un gilet fluorescent par-dessus et cetera. Et donc dans le cadre de voilà, ça c'était pour un atelier en particulier, il n'y avait pas forcément de garantie pour l'éleveur que les équipements utilisés étaient propres. Donc là, on a discuté autour des alternatives à ça, notamment des alternatives liées au fait que les éleveurs, mettent à disposition eux-mêmes les tenues pour les attrapeurs. Mais là, bien sûr, ça pose d'autres problématiques, il y a des problématiques de coût, de gestion des tailles qui sont différentes, d'hygiène et cetera. Ou une autre alternative qui est plutôt liée à l'achat de tenues jetables, mais qui soient à la fois, résistantes, confortables, visibles et cetera. Et avec la question aussi de la gestion des déchets. Donc ça aussi, ça a été une discussion, mais voilà, qui comporte aussi des questions. Et donc les équipes qui n'ont pas de tenue ou et cetera et qui donnent, du coup, aux éleveurs la possibilité d'utiliser leur propre tenue, ce sont des structures où il y a pas forcément de station de lavage dans les sociétés et donc ce sont aux attrapeurs de laver leur propre tenue chez eux. Voilà. Donc il y a pas de traçabilité par rapport à ça. Donc ça, c'était la question des vêtements qu'on a aussi, étudié en fait au cours d'un atelier. Donc dans les types de solutions qui ont été, proposées, donc il y en a de différents ordres, sur la question de tout ce qui est passage des consignes et application des consignes. Donc ça, c'est des exemples de solutions qui a été mises en évidence donc dans les ateliers qu'on a conduits.
Donc on avait tout ce qui est lié, à la question d'une meilleure, communication entre l'éleveur et le technicien et l'équipe technique, de l'éleveur. Donc, qui est quelque chose qui n'est pas souvent, établi. Donc dans le cadre où l'éleveur est d'accord avec ça et cetera, le but, donc ce qui était ressorti, c'est d'assurer une meilleure communication entre l'OP et l'équipe d'attrapage, notamment, pourquoi pas, en transmettant en amont sur des sites un peu particuliers ou sur des sites nouveaux, les plans d'exploitation pour que, l'équipe d'attrapage puisse briefer en amont sur des sites particuliers, les équipes pour les sensibiliser là où il faut qu'elles se garent et cetera. De plus, considérer aussi la question de l'attrapage, donc ça c'était ressorti, dans les suivis techniques ou de sensibiliser les éleveurs, ce qui n'est pas forcément, voilà, le cas, actuellement dans les suivis techniques qui sont faits. De sensibiliser aussi les éleveurs sur cette question-là, voilà, comment accueillir les équipes et de se questionner, voilà, avec l'éleveur sur, comment les équipes sont accueillies, où elles se changent et cetera et donc d'intégrer ça dans le suivi technique. Donc ça, c'était une proposition d'un des techniciens. Et voilà et la proposition de l'éleveur, c'était, de pouvoir assurer une meilleure présence, lors de l'arrivée des équipes pour assurer, ben, une meilleure gestion notamment du stationnement et cetera. Sur tout ce qui était signalétique, donc ce qui avait été proposé donc pour l'éleveur où il y avait pas de signalétique, c'est de rajouter un panneau et des systèmes d'éclairage. Tout ce qui était contrainte temporelle, donc il y a eu une idée qui était ressortie, c'était de faire une, navette avec le véhicule d'exploitation, notamment pour les systèmes cabanes, avec des cabanes qui sont très éloignées du site où les équipes se changent, d'assurer une navette des transporteurs avec le véhicule d'exploitation. Et une autre idée aussi qui était ressortie, c'était d'informer dès la prise de rendez-vous, donc lorsque l'éleveur appelle l'équipe d'attrapage, d'informer, de la distance entre le lieu de changement et les cabanes ou le bâtiment, pour que ce temps-là soit un peu plus anticipé dans les plannings. Et voilà et ensuite pour la question de la structuration du site, ce qui était ressorti, c'était l'idée de mettre en place une petite station de désinfection des véhicules et l'installation d'un mobil-home qui servirait de sas central pour que les équipes puissent, se changer en entrant en zone professionnelle. Donc ça, c'était dans les plans d'action qui ont été, mis en place. Sur la question des équipements disponibles, il y a une équipe d'attrapage qui a proposé de multiplier un peu plus le nombre de bots disponibles par attrapeur et notamment de multiplier autant qu'il y a de chantiers pour une soirée avec des boîtes pour, mieux gérer cette partie-là et de mettre en place un circuit de désinfection à la fin de chaque chantier. Il y a un éleveur aussi qui a eu pour idée d'acheter un petit kit de brossage à mettre dans le sas pour faciliter, bah, le lavage des bottes des attrapeurs. Et dans le choix des tenues, donc là, voilà, l'idée c'est de juste pouvoir commencer déjà une réflexion sur des tenues un peu mieux adaptées et appropriées pour les équipes. Et pour le technicien, ce qu'il avait, proposé, c'est de pouvoir s'informer sur des possibilités d'achat groupé, notamment pour remédier à des questions de contraintes de coûts, pour les équipes d'attrapage. Donc voilà des exemples de solutions qui ont été proposées au cours de ces ateliers. Et donc là, je vais vous présenter un peu le bilan de ce que ça a donné. Donc 6 à 9 mois plus tard, on a, reconvié en fait les mêmes acteurs, sur les fermes pour voir ce qui avait été fait ou pas au cours de ces 6 à 9 mois entre le premier et puis, le second atelier. Et en parallèle, on a aussi, organisé un focus group, donc avec, uniquement là les techniciens des 4 ateliers pour un peu discuter avec eux de comment ils ont vu, comment ils ont perçu cette méthode-là et comment eux, il leur semblerait, voilà, utile et faisable d'intégrer ça dans un accompagnement technique un peu, voilà, au niveau, des éleveurs qui le suivent. Donc au niveau des bilans, on a quand même eu des retours, quasiment positifs de tous les participants parce que, en fait, c'est pas si commun pour eux d'avoir, on va dire, une demi-journée dédiée à une thématique sur un élevage, en particulier et de pouvoir se poser un peu sur des questions, et d'aller un peu plus en profondeur et notamment avec, on va dire, des discours assez francs où chacun vraiment, dit, on va dire, la vérité sur ce qu'il fait, les contraintes et cetera. Donc ça a été apprécié d'avoir ce temps-là, par rapport à ça. Par contre, au niveau de la mise en place réelle des actions, c'est un bilan un peu plus mitigé, puisqu'on a constaté, on va dire, sur, voilà, au moins 2 ateliers sur les 4, une perte de dynamique entre le premier atelier et l'atelier bilan et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de conditions, préalables à la mise en œuvre, en fait, au passage à l'action réelle, par rapport à ça et il y a quand même eu des perspectives et des propositions intéressantes, à la suite de ça dont je vais vous parler. Donc les conditions dont je vous parlais, à la mise en place en action, donc on s'est rendu compte,
que le contexte économique avait quand même, une importance, assez majeure par rapport à ça. Voilà, donc dans des contextes où, soit d'exploitation, on va dire de contexte économique au niveau de l'exploitation, au niveau de la filière ou avec, voilà, parfois une part de confiance et cetera. Donc quand le contexte économique est fragile, la mise en action est beaucoup plus compliquée et notamment investir, voilà, l'éleveur qui s'était engagé à investir dans un kit de brossage, hein, qui coûte, je sais pas moi 400 €, cette somme-là, ça lui paraissait, trop dans un contexte financier un peu fragile. Un autre préalable, c'est tout ce qui va être, space mental, et temps suffisant. Notamment ça a été, remonté par les techniciens hein, qui voilà, qui ont dû gérer pas mal de situations d'urgence, ces dernières années et avec aussi des charges supplémentaires, voilà, qu'ils doivent assurer au niveau des élevages et voilà, ils se sentent un peu frustrés de plus avoir un temps long et serein pour accompagner les éleveurs dans le passage à l'action, puisque des changements d'habitude, ça se fait, voilà, sur le long terme et a besoin de sérénité, un peu plus d'espace mental, ce qui n'est pas forcément en tout cas, ce qui n'était pas le cas quand on a réalisé les bilans. Donc ça aussi, c'est un préalable, qui peut être noté et enfin, la conviction de l'utilité des actions. Donc c'est vrai que, au fil des crises avec les différentes modalités et cetera, il peut y avoir aussi une perte de conviction sur l'intérêt de la mise en place de certaines mesures de biosécurité et donc c'est parfois difficile d'amener un discours par rapport à ça, notamment pour les équipes techniques et donc quand on ne se sent pas forcément convaincu des actions, c'est un peu plus compliqué de les mettre en œuvre. Donc ça, c'est voilà, c'est les préalables qu'on a identifiés par rapport à ça. Et donc, il y a certaines actions qui n'ont pas été faites, notamment en partie par rapport à ça. Il y a quand même quelques évolutions qui ont été constatées sur les 4 ateliers, notamment un éleveur qui, suite, aux ateliers, a mis quand même en place une pièce dédiée, pour que les équipes puissent se changer. Donc il avait un hangar, en fait, à l'entrée de sa zone professionnelle et donc il a construit, une petite salle pour que les équipes puissent se changer. Il est en réflexion aussi pour acheter un petit Karcher, voilà, dans le cas notamment lorsqu'il pleut. Voilà, il nous disait que, pour lui, quand il pleut, les équipes doivent passer avec la voiture, donc il voulait acheter un Karcher pour quand même qu'elles puissent, nettoyer les roues des véhicules. Il y a une équipe d'attrapage aussi qui, suite aux ateliers, a mis en place de façon, assez régulière des petites réunions techniques avec ses équipes pour que, il y ait plus de remontées, d'informations par rapport à ce qui se passe, sur le terrain et qui a aussi mis en place une petite station de lavage des bottes au sein de son entreprise, donc ça, c'est plutôt positif et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un des techniciens qui a été assez convaincu par la démarche et qui avait pour objectif de mettre ça en place en version test, dans son OP. Donc avec quelques-uns des éleveurs qu'il suit sur, voilà, des éleveurs qui présentent, peut-être des problématiques un peu particulières et donc il avait pour idée de pouvoir organiser une demi-journée un peu sur ce modèle-là, vraiment sur la biosécurité en réunissant l'éleveur, le vétérinaire et cetera pour parler un peu plus en profondeur de certaines problématiques et pour lui, il y avait un second intérêt, c'était de pouvoir, faire en sorte que les liens de confiance entre les différents acteurs se remettent un peu à niveau, notamment avec les équipes vétérinaires. Donc c'était un peu son objectif, aussi. Donc avec toutes les questions d'organisation aussi que ça amène, mais il voulait mettre ça en place en version test et pourquoi pas après, pouvoir le dupliquer à l'échelle un peu plus grande d'une OP et cetera. Donc ça, c'est intéressant et on fera le point avec lui quelque temps plus tard, pour voir ce que ça a donné. Donc au niveau des perspectives, donc malgré tout, en fait, les retours d'expérience ont été positifs, hein, parce que bon, il y a quand même, un espace qui est pas si, commun qui a été mis en place, un espace où chacun a pu, exprimer de façon assez franche, ce qui se passait dans les réalités de son quotidien. Ce qui était intéressant aussi, c'est que pour les acteurs, c'est de se connaître. Donc ça a été apprécié aussi, notamment entre l'équipe d'attrapage et l'équipe, technique. C'est de pouvoir assurer une sorte de connexion alors qu'ils travaillent sur la même exploitation et ce qui a été noté, c'est quand même des besoins de revenir à un accompagnement de fond sur un long terme, et de retrouver bien sûr une certaine sérénité et confiance dans les échanges pour pouvoir amener un changement sur le temps long par rapport à ça. Donc, malgré voilà une mise en action, mitigée, enfin ça dépend des sites, il y a quand même des retours, positifs qu'on peut noter par rapport à ça. Et donc, je remercie aussi, tous les éleveurs, les équipes d'attrapage et les techniciens qui ont contribué à cette étude, voilà et avoir participé, joué le jeu des ateliers avec nous.
Et ben merci Marion pour ce partage d'expérience. Euh, je vais laisser les gens s'exprimer dans le chat. Je voulais juste poser une première question. Enfin, par rapport à Marion, là tu nous as présenté, c'était le cas d'un atelier avec multi-acteurs. Oui. Du coup, je sais qu'il y avait aussi, vous avez fait les ateliers avec que des éleveurs de plusieurs, enfin, qui venaient de plusieurs élevages. Je sais que c'est possible aussi. Du coup, ça s'organise de la même façon. Oui, c'est vrai que dans le cadre de ce même projet, on a aussi réalisé des ateliers participatifs entre éleveurs. Donc là, dans un lieu neutre et ça s'organise un peu sur le même fonctionnement et là, c'est plutôt, centré éleveur et c'est donc ça a d'autres avantages, hein. Donc mais c'est vrai que le partage d'expérience, c'est aussi intéressant. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir réunir un peu plus de personnes, de mobiliser des retours d'expérience sur des éleveurs qui ont des façons de faire différentes, pour pouvoir partager plus, eux, les contraintes qu'ils ont et les solutions qu'ils ont trouvées et aussi faire émerger, on va dire, entre éleveurs, des solutions auxquelles, je sais pas, l'éleveur A n'aurait pas pensé, mais que l'éleveur B lui propose et cetera. Donc là, c'est aussi un échange d'expérience, qui est intéressant et dans la formule, ça peut s'organiser de la même manière, mais il faut un peu plus de monde, je pense, en termes d'éleveurs pour que ça soit riche quand même, voilà, entre 10 éleveurs à peu près, pour que ça soit riche d'expérience et d'émulation, en fait, entre idées et cetera. Ok, merci. Je vais continuer avec toi, Marion. Il y a une question qui est venue du chat. Est-ce que le recrutement des cat éleveurs et des ramasseurs a été difficile à faire? Alors du coup, on était partis donc ça, c'est surtout, Oksana, la du NEVT qui s'occupait de cette partie qui n'était pas simple en effet. On est partis d'abord sur un échantillon, donc nous, on a sollicité les organisations de producteurs, hein, pour déjà nous mentionner des premiers éleveurs qui pourraient participer. Et on leur a demandé, voilà, de nous donner des éleveurs quand même qui présentaient, des failles, donc on est allé les voir en premier temps pour faire un entretien avec eux, un entretien semi-directif pour comprendre un peu et sélectionner déjà que les éleveurs qui avaient vraiment des problématiques et ensuite on a contacté, les équipes d'attrapage et le technicien associé. En termes de volontariat, c'était assez simple, mais en termes de de croisement d'agenda et cetera, c'est pas si simple. En fait, c'est assez chronophage de sélectionner les gens et que tout le monde soit disponible en même temps et cetera. Donc c'est quand même un temps d'organisation qui n'est pas négligeable, par rapport à ça. Merci. Alors, je vais revenir. Il y avait eu des remarques et une question pour Rosanne. Mmh. Alors, une remarque un peu générale sur quelqu'un qui, sur- qui dit qu'il lui semble y avoir un gros écart entre la perception des conseillers et les raisons exprimées par les éleveurs. Rosanne, est-ce que c'était le cas pour la majorité des mesures ou c'est plutôt sur les mesures que tu as présentées là où cet écart peut être ressortir? Alors en fait, là, c'était donc les pourcentages donc de mesures toujours mises en place les plus faibles. En fait, on a pris les 10 mesures avec les pourcentages les plus faibles de mise en place, quoi. Et donc là, en fait, c'était les principales mesures où on avait une concordance entre conseillers et éleveurs. En fait, on a vu que sur les soixantaines de mesures, il y avait là ces dizaines de mesures là, qui coïncidaient en fait à la fois de point de vue éleveur et de point de vue conseiller avicole, quoi, avec des pourcentages plus faibles. Donc là, on est en train justement de mieux décortiquer le point de vue conseiller avicole pour le comparer aux éleveurs, mais là, on a déjà des premiers résultats où on voit les principales mesures avec pourcentage plus faible, quoi. Ok. Et une autre question pour toi. Est-ce que le questionnaire, il a mis en évidence des points spécifiques qui sont liés au parcours, à la présence de parcours sur Dans les le parcours, exploitations? ouais, on avait 4-5 mesures sur les parcours. Alors, il y avait ce qu'il est en zone sécurisée, donc éviter le passage de véhicules sur le parcours. Est-ce qu'il y avait un vide sanitaire sur le parcours? Est-ce qu'il y avait des eaux stagnantes sur le parcours? Est-ce qu'il y avait un filet sur le parcours? Voilà, possibilité de mettre en place un filet. Et donc, comparé à toutes les autres mesures, il y avait la mise en place du filet qui était déclarée moins mise en place parmi les mesures parcours, quoi. Et donc, c'était pas les autres, voilà, ressortaient pas dans les dizaines de mesures déclarées moins appliquées. Merci, Rosanne. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que... N'hésitez pas à vous exprimer. Ah, Marion.
est-ce que les équipes d'attrapage et les techniciens éleveurs avaient l'habitude de discuter entre eux avant cette... Pas du tout, non. Justement, c'était un peu l'intérêt qui est ressorti de ces espaces de discussion. Bah, pour 3 ateliers sur 4, ils ne se connaissaient même pas et c'est vrai qu'ils ont découvert pas mal de choses, l'un de l'autre, en fait, en termes voilà, de réalité. Et ce qui était notamment ressorti sur un des ateliers, c'est que, bah, les éleveurs n'ont pas forcément la même, bon après ça dépend des gens, mais pas forcément la même appréhension ou la même façon d'accueillir ou les mêmes pratiques quand ils accueillent un technicien que quand ils accueillent des équipes d'attrapage. Et sur un même élevage, c'est vrai qu'il y avait des dissonances, on va dire, entre les techniciens et l'équipe d'attrapage et ça a permis à chacun aussi de prendre en compte ça. Et donc c'est ça notamment qui a été intéressant, dans ces ateliers-là. Et effectivement, c'est pas des personnes qui ont forcément l'habitude de se côtoyer puisque souvent l'étape d'attrapage est à la responsabilité de l'éleveur et l'organisation de producteurs, n'est pas forcément, impliquée là-dedans, quoi. D'accord. Alors, j'ai une question un peu longue. Au long terme, serait-il faisable de mettre en place des chartes sanitaires de biosécurité pour faciliter le suivi et la mise en place des mesures physiques et fonctionnelles de biosécurité? L'éleveur devra remplir plusieurs critères en contrepartie d'une aide financière de l'État. Alors, je ne sais pas si, Rosanne, qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait uniformiser les pratiques peut-être. Alors, je peux juste peut-être répondre un petit peu, c'est que par rapport à la filière avicole, en tout cas, il y a des outils actuellement hein, d'auto-évaluation de biosécurité hein, ou d'évaluation en général. Oui, je peux citer Pulse qui est fait par l'Itavi et aussi EVA par Envol et puis Palmi J'ai Confiance pour les palmipèdes. Ce sont des outils qui permettent de faire de l'auto-évaluation. Euh, donc, c'est des évaluations qui sont faites sur de multiples critères. Alors après, une contrepartie d'aide financière, je ne sais pas encore. Ça, je pense pas qu'on puisse y répondre au niveau de nous trois. Mais en tout cas, ces outils-là permettent, et essayent en tout cas d'amener les éleveurs à uniformiser les pratiques et à être le plus, enfin, d'avoir une bonne gestion de leur biosécurité, le, même si on sait que tous les sites ont leurs spécificités, et notamment en avicole, où là on a beaucoup de systèmes d'élevage qui sont très différents, et des fois c'est pas évident euh, d'avoir des règles qui sont applicables. Je sais pas si Rosanne, tu avais autre chose à ajouter? Non, c'est bon, ouais, sur les chartes, oui. Il y a Mathias qui a Ah, répondu. Mathias de l'ENVT qui nous répond que les concepts des aides financières en lien avec les pratiques de biosécurité a déjà été testé par certaines OP. Euh, et Peut-être qu'on c'est peut possible, donner. c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vous rappelle que là, on était au premier webinaire. Il y aura deux autres webinaires. Donc, un sur le prochain, ça sera sur le suivi personnalisé des éleveurs avec les méthodes du coaching. Donc là, comme aujourd'hui, c'était les outils plutôt participatifs où c'est donc le groupe qui va donner des idées et pas et le, et le conseiller là, il est là pour faire de l'animation. Donc il va pas forcément être force de proposition là, pour même s'il peut quand même donner son avis comme tout membre du groupe. Pour le suivi en coaching là, le conseiller est vraiment attendu comme la source de connaissances. Donc vous verrez que c'est pas du tout la même façon d'approcher la question. Et, euh, et donc je rappelle, après il y aura celle pour développer sa propre boîte à outils le 12 janvier. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Et, euh, et on vous attend pour les prochains. Merci. Merci.